On va réécouter demain matin à Genève, et donc où on va vous rejoindre. Mais pour l'instant, on reste à Paris et on commence avec un lieu qui est très important pour cette convention. Et on est très fiers et heureux de saluer Doudou Dienne, qui va avec nous démarrer cette première heure sur la question de rôle de l'UNESCO De la culture pour protéger les droits humains. donc, Et Doudou Dienne, bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Tiens, on ne se quitte plus, on passe d'un 24 heures à l'autre. Nous avons parlé il y a 3 semaines de la question des langues, et là nous allons donc partir sur les questions de la déclaration des droits humains. Et ce qui nous intéresse de vous entendre, ce sur quoi on aimerait vous entendre, sachant qu'on passera ensuite sur des choses qui vous sont plus particulières, et notamment les questions racisme, d'esclavagisme, etc. Mais le rôle aujourd'hui de l'UNESCO par rapport à la protection de ces droits humains. Merci beaucoup. Écoutez, le rôle de l'UNESCO est central parce que il y a dans le mandat de l'UNESCO deux concepts qui sont actuellement en danger. Le premier concept, c'est le concept de culture. Il est mis en danger par la lecture matérielle de la culture comme champ de consommation, mais pas comme territoire de réflexion et d'engagement. Et donc, la culture est instrumentalisée par le facteur dominant du néolibéralisme actuel, c'est-à-dire le marché. C'est la consommation. Et donc, l'UNESCO doit revisiter cette notion de culture pour contrer effectivement le processus de déshumanisation des sociétés actuelles. Et donc, le deuxième danger pour le mandat de l'UNESCO qui est important, c'est l'éducation. L'éducation comme processus de connaissance, mais également de dignité et de réflexion. Et donc, la liberté dans le domaine de l'éducation et l'importance des valeurs dans le domaine de l'éducation sont en train d'être érodées par précisément la force dominante du néolibéralisme, c'est-à-dire que l'éducation maintenant mondiale de l'enfance à l'université est maintenant contrôlée par les forces du marché. L'éducation, la plupart des universités les plus importantes sont maintenant financées et évidemment contrôlées par des forces financières et économiques. Et troisième point, dans le mandat de l'UNESCO se trouve la notion d'information. C'est un des domaines de sa compétence. Et l'information est capitale. C'est-à-dire, pour se battre. Is crucial, meaning that in order to fight, in order to defend one's dignity, informer de manière libre est capitale. Or, l'information fait actuellement l'objet d'une attaque systématique et extrêmement élaborée et efficace. C'est-à-dire que l'information est maintenant l'objet de surveillance et de contrôle. Surveillance et contrôle. Et ce qui fait que donc l'UNESCO est actuellement interpellée de revisiter son mandat sur ces questions. Alors, c'est extrêmement intéressant, et j'aurais presque tendance à vous demander quels sont les outils que vous mettez en œuvre pour répondre à ces besoins sociétaux, mondiaux. Qu'est-ce qui est mis en œuvre? Quelles sont les luttes? Comment tout ça se discute actuellement à l'UNESCO? Alors, il y a plusieurs facteurs de mobilisation et de remise en question et de résister à la force extrêmement puissante qui est en train de structurer le domaine de la culture, par exemple.
Moi, je me bats depuis des années après le lancement des routes interculturelles depuis plus de 20 ans, de revisiter la notion de culture. Parce que la notion de culture est au cœur de l'entreprise, du marché et du néolibéralisme. La culture comme consommation, littéralement. Et je me bats pour que les 3 dimensions de la culture soient maintenant au cœur de notre combat. La culture, c'est 3 dimensions. C'est l'esthétique. L'esthétique, c'est le premier contact entre de l'altérité, l'esthétique, la forme, les expressions. Mais derrière l'esthétique, il y a l'éthique, les valeurs, c'est-à-dire les valeurs humaines qui sous-tendent la culture. Le marché évacue les valeurs et promeut l'esthétique, les formes et la consommation. Et la 3e dimension de la culture, c'est le spirituel, qui structure la vie de la plupart des hommes et femmes de la société. Donc, ramener la culture à ces 3 concepts, c'est résister à l'instrumentalisation de la culture comme objet de marché. 2e point important, il est essentiel de faire en sorte que l'éducation, on le ramène également à son autre dimension. L'éducation n'est pas seulement le savoir. L'éducation, c'est les valeurs. Les valeurs, et donc ramener le débat. Et même permettre de réfléchir, Voilà, absolument. apprendre à réfléchir. Ainsi que la science également, et tout ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle, doit faire l'objet d'être revisité en fonction de cette notion, cette dimension de valeur humaine qui est absolument centrale. Et journalisme, Hein? et sur la presse, Alors, sur la presse, évidemment, l'arme centrale, c'est que la presse est au cœur de la stratégie du marché et du néolibéralisme. Et ces axes principaux sont le contrôle et la surveillance. Et donc, la presse, ces 2 piliers qui sont dans le mandat de l'UNESCO, c'est la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est la liberté dans le sens de ce que Lacordaire, un avocat du 19e, disait, qui disait que entre le fort et le faible, le droit protège et la liberté opprime. C'est-à-dire qu'il faut donner à la notion de liberté un contenu et des moyens. Et donc, cela signifie qu'il faut se battre sur une valeur centrale, qui est la seule qui permet de se battre contre le libéralisme, la valeur du pluralisme et de la diversité. Et donc, refuser le contrôle des moyens d'information par les puissances financières et autres et idéologiques. Et donc, et la science également est dans le même processus. alors ça nous permet de revenir peut-être sur la Déclaration universelle des droits humains. Je crois que pendant de longues années, nous avons tiqué un peu sur cette dimension universelle en se disant est-ce qu'il y a cette notion de diversité dans cette approche? Est-ce que la déclaration n'est pas trop liée aux pays occidentaux? Aujourd'hui, on a l'impression que heureusement qu'elle existe et que si elle n'existait pas, ce serait encore pire. Et j'aimerais bien entendre votre opinion par rapport à ça. Alors, il y a 2 facteurs, 2 terrains extrêmement importants et prioritaires. Le premier facteur, et je pense que tous les militants des droits de l'homme doivent le garder à l'esprit, c'est que les droits de l'homme ont été structurés entre les droits civils et politiques, et ensuite un combat qui a été long, j'y étais dedans, et d'autres, les droits économiques, sociaux et culturels. Or, les droits politiques et civiques, l'articulation doit être faite entre les droits politiques et civiques et les droits économiques et sociaux. Et donc, l'urgence, c'est de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels. Et enfin, l'autre terrain qui est extrêmement important dans le droit des droits de l'homme, dans le terrain des droits de l'homme, c'est de comprendre que nous sommes dans un contexte où les deux forces qui structurent les sociétés actuelles, c'est la question identitaire et la question de la sécurité. Ce sont les 2 forces idéologiques qui structurent. Et donc, c'est l'articulation de ces 2-là
de l'identité nationale qui fait l'objet d'une lecture raciale, ethnique ou religieuse, et la question de la sécurité nationale. Et donc, il faut absolument faire en sorte que l'identité nationale s'inscrive dans le processus historique des sociétés contemporaines, c'est-à-dire la multiculturalisation des sociétés contemporaines. Ce qu'il faut, le combat urgent, c'est de développer les facteurs de multiculturalisation, c'est-à-dire de pluralisme et d'interaction entre les sociétés. Et c'est seulement là qu'on peut éviter que la culture ne soit accaparée et que l'articulation entre identité et sécurité ne devienne une arme extrêmement dangereuse qui est en train d'être utilisée dans la plupart des sociétés. Et enfin, donc, je reformule, les droits civils et politiques doivent être mieux articulés avec les droits économiques et sociaux et donner la promotion aux droits économiques, sociaux et culturels, le facteur social et le facteur de pluralisme et de valeur humaine. C'est très, très important. Je dois juste faire une petite remarque pour donner accessibilité pour tout le monde, ou tout le monde, mais beaucoup, encore plus. Si vous, for those who want to hear the conversation in English, you have the possibility to have the traduction and translation in English. And you can just click on the bottom interpretation. That was just a short invitation, and we will. On va continuer en français, excusez nous, mais le langage est un des barrières, peut être une des barrières, et la traduction c'est important, et c'est exactement ce qui est important à nous lier, mais on était sur une question, je pense, extrêmement importante, qui souvent est aussi rapprochée aux droits d'humains, qu'il y a quand même une construction de ces droits des sociétés occidentaux, et qu'il faut aussi une relecture, une annotation, une augmentation de ces droits existentiels. Comme vous êtes spécialiste sur ces questions, qu'est-ce que c'est votre regard envers de ça? Oui, c'est à moi que vous posez la question. Oui, oui. Ah oui, d'accord. Bon, alors la réponse sera rapide parce que je pense qu'il y a les autres participants qui ont des choses importantes à dire. Mais je reviens à ce point aussi qui me paraît très important. Et c'est ce que j'ai appris en tant que rapporteur spécial sur le racisme. Mais aussi, je vous rappelle que j'ai été membre de la commission d'enquête sur Gaza. Le dernier conflit de 2014, c'était un exercice complexe, extrêmement difficile qui est actuellement posé. Et donc, le point que je voudrais pouvoir faire vraiment est très important. C'est qu'une des faiblesses du combat pour les droits de l'homme, c'est que l'histoire des droits de l'homme a fait l'objet évidemment d'une instrumentalisation. Les États le font toujours, de manière systématique et structurée et organisée. Et la tendance lourde a été de mettre l'accent sur la dimension des droits, la dimension juridique qui est importante. Les textes, les conventions, le droit et la justice, c'est fondamental. Et donc, mais la puissance du néolibéralisme et du marché a fait qu'on a évacué l'autre dimension humaine, droit de l'homme, la dimension de l'homme. Et quand on arrive, quand on repasse, on remet l'homme au centre des droits humains, on touche aux questions des valeurs et des valeurs humaines, et c'est là qu'on peut être en mesure de combattre toutes les stratégies du néolibéralisme actuel. Donc, il faut absolument, dans le contexte actuel, je termine là-dessus, se rappeler que nous sommes dans le contexte des vérités alternatives, c'est-à-dire que même les faits ne sont plus établis et sont brouillés. Le néolibéralisme brouille l'intelligence et les perceptions. Et donc, il va falloir que chacun de nous, systématiquement, déconstruise les concepts. C'est le travail que fait Mediapart et mon ami Ebu Plenel. Qui va parler après vous. Hein. Qui va parler tout à l'heure. Et réarticuler droits économiques, sociaux et culturels et droits politiques et civils. Et remettre la notion de valeur
comme finalité dans le combat pour les droits de l'homme. Et enfin, tenir compte du fait que dans la multiculturalisation des sociétés humaines actuelles, le facteur lourd, c'est le pluralisme, c'est-à-dire la promotion, le respect et le développement de la diversité. Mais la diversité comme valeur. Et la diversité comme valeur, c'est le pluralisme. Et c'est contre ça que les forces d'extrême droite, effectivement, jouent en articulant identité et sécurité. Peut-être une dernière question. On va plus tard écouter des collègues qui sont aussi dans le mouvement décolonial, dans les droits de prisonniers, dans la question de non-droit des personnes racisées. Et eux disent, c'est beau votre déclaration, mais moi, de tout cas, j'en ai pas accès à ça. Il faut d'abord changer beaucoup. Avant, j'ai accès à cette... Et en même temps, on se réfère, mais on critique. Qu'est-ce que c'est votre position en face de cette discussion? C'est une question absolument centrale parce que nous sommes dans un contexte historique de mutation. Et on le voit, les rapports entre les anciens pays colonisateurs et les anciens pays colonisés est en train d'être profondément transformé. Nous sommes dans une phase d'accouchement de nouvelles relations internationales et tous les accouchements sont douloureux. Mais les facteurs qui émergent de ce combat, c'est que le néolibéralisme qui domine dans les sociétés anciennement colonisateurs, parce que derrière le néolibéralisme de son idéologie, c'est le même discours, à la fois de matérialisme, mais également de domination et de négation des autres peuples, etc. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que les pays du Sud anciennement colonisés, remettent l'accent sur la question des valeurs absolument fondamentales, parce qu'ils savaient que pendant que la Déclaration des droits de l'homme était en train d'être adoptée, la colonisation continuait et les massacres et les violations anticoloniales continuaient d'une manière dans l'ensemble de l'Asie, des pays arabes et de l'Afrique. Et donc, de Madagascar. Voilà, absolument. Il y a eu des Tiaroy au Sénégal et d'autres. Et donc, l'enjeu de la mémoire, la réécriture de l'histoire est absolument capital. Et l'histoire a été écrite par ce qu'on a appelé les vainqueurs de l'époque. Et donc, le premier combat, c'est le front mémoriel. Remettre, et c'est pour ça que l'UNESCO, quand nous sommes arrivés après les indépendances, le premier combat qu'on a mené, c'est l'histoire générale de l'Afrique, l'histoire générale de l'humanité, de l'Amérique du Sud et des Caraïbes. Révisiter la narration et le récit de l'histoire du monde. Le deuxième champ important, c'est celui des valeurs. Et c'est là que dans les pays du Sud, on a voulu résister à la force du néolibéralisme, qui est une autre lecture de la colonisation et la domination des forces matérielles, en mettant l'accent sur la dimension des valeurs humaines. Et troisième point, les sociétés anciennement colonisées ont fait l'expérience du pluralisme ethnique, culturel et religieux. Et donc, ils se battent pour la promotion du pluralisme. Et donc, le combat contre toute la tendance, littéralement, par exemple, de prendre la culture et de la ramener à simplement un objet de consommation, et l'expérience de ces sociétés, encore maintenant, et ça touche à la sensibilité des questions religieuses comme l'islam, le christianisme et autres, c'est de réarticuler la culture, non pas comme terrain de consommation, mais dans ces trois dimensions d'esthétique, d'éthique et de spirituel. C'est en liant ces trois dimensions que profondément, on va de la perception initiale à la notion de valeur et à la transcendance. Et c'est donc, nous sommes dans une phase historique d'une immense importance et de transformation. Grand merci, Doudou Diène. Il nous faut, on est timé dans des quarts d'heure, donc il nous faut passer très vite à
à l'intervenante suivante et on va Sima Samar. and we will switch in English. And thank you so much, Dudo, for this full minutes introduction. And I think we will really take a lot of aspects during this night with us. I welcome Sima Samar, who is maybe known as a former minister on the women rights in Afghanistan, but she's also actual president of the Independent Commission on droits humains en Afghanistan et en plus une rapporteure spéciale of the United Nations in Darfur. So Sima, I'm very happy to see you here with us. And we invite you to speak from your point of view on the question of human rights and the relevance of the declarations for your struggles. Okay. First of all, thank you so much for including me. Just a small correction that I was the chairperson of Afghanistan Independent Human Rights Commission, and I established the Human Rights Commission from 2002 until 2019. And I was also special rapporteur on the situation of human rights in Sudan, not only in Darfur. Okay. So that was North Sudan and South Sudan and Darfur, including from 2005 to 2009. As we are celebrating 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, and my personal view is the Universal Declaration of Human Rights is the document which draw a clear line between humanity and human dignity, and also violent, aggressive action of people or human who claim and think that they are the one who owns the people's life. But how much we already implement that, of course, we have a lot of, we cannot deny that there's a lot of advancement on human rights around the world. I mean, we see all the conventions after the Universal Declaration of Human Rights. We see a lot of countries who joined the conventions of human rights. But the question is that, do we really look at implementation of Universal Declaration of Human Rights and all the other conventions equally in all countries, in all religious or cultural dimension of those countries, of even if they are in conflict or not in conflict? But I think if we really honestly implement the Universal Declaration of Human Rights and all the other related convention, we would not have conflict. Conflict began with poverty, conflict began with discrimination, conflict began with the isolation of people based on their gender, based on their race, based on their religion, and based on their ethnicity and race and color of their skin. So I think that is something that we all have to look at it. And I believe personally that if we really, the countries or the state who joined the Universal Declaration of Human Rights and also all the other conventions, if we really honestly implement those, then we will not have a lot of conflicts that we see today or in the current situation that we see. One of the issues that I believe that it's really important that we have to promote on accountability and justice on violation of those rights that is enshrined on the Universal Declaration of Human Rights and also on the other conventions. I'm coming from a country where we had a conflict for 45 years, although I keep saying that we have fought with all the powers in the world, superpowers and any powers, but we still facing the most extreme of violation of human rights in the world.
based on gender, and based on ethnicity. We all claim that Universal Declaration of Human Rights, and when I was chairing the Human Rights Commission, when we were releasing our reports on different thematic reports or annual reports on the situation of human rights or the civilian casualties, which is also violated by all sides to the conflict. It was the Afghan government, it was the NATO forces in Afghanistan, and it was, of course, the Taliban and Daesh, as we have in the country. And then the question was, you are talking about the violation done by the government and not by the Taliban. We were mentioning the Taliban, but my answer to the state, to our government was that, yes, the state ratified these conventions and has an obligation, but the armed groups who's fighting against the state, they do not have an obligation, or they do not accept the conventions and the Universal Declaration of Human Rights and so on. So it doesn't mean that they should not be kept accountable. They should be kept accountable, and that's why we insist on accountability and justice. So what's happened, unfortunately, you all know that it's Afghanistan after 20 years. I mean, we had some achievement on the promotion and protection of human rights in the country. For just to give you example, that when first we started the Human Rights Commission in Afghanistan, everybody who was detained, most of them were illegally detained because somebody didn't like someone based on religion, based on their even appearances, or based on their ethnicity and language they were speaking, but then they were tortured. It was so simple. For the people who were uneducated, the difference between punishment and torture was quite a problem, because they were thinking that torture is punishment. So they were saying publicly, even people on the government, that if we do not torture, they will not confess. We had to explain to them that, yes, torture is a crime against humanity, because you torture someone to reach in a position that they confess on a crime that they have not committed. You give them so much pain and dehumanizing them to confess that they have not committed that crimes. But we achieved a lot. I mean, we removed a lot of police chiefs, and we removed a lot of people who were from position of power. We removed because there was lack of political will to punish those people. So at least we removed them from the position of power, because the rest was not our job, was not our responsibility. That was the judiciary system and the state institution. And then what is happening, of course, the Taliban or the opposition or the armed opposition to the government, whoever they were they were torturing. So after that, unfortunately, with those achievements in relation to women's rights, particularly because of people keep saying Afghanistan is a very traditional and religious country, we are not born fundamentalists. We are made fundamentalist, because the people in my country, in Afghanistan, unfortunately, we were sandwiched between the extreme left, which was USSR and their follower in Afghanistan, and then the extreme rights, which is Taliban. So, and of course, the Afghan government was corrupt and so on, because that was, I keep saying that it is collective failure of everybody in Afghanistan, because it is Afghan people, Afghan government, and also the international community, including UN, because we were insisting on accountability for international crimes. And nobody was listening, because they were thinking that if we push for accountability, it will destabilize the country. We will never be stable. Currently, we are not stable because we are not pushing for justice. And we were saying that justice
is a basic human rights. It's not luxury that we need justice for this country or this level of people or this color of people, but we do not want justice for that color or for that category of people who are uneducated. So we were trying to say that, look, when you see Afghanistan, it's not always the men with the gun, with long beard and aggressive and violent and women under the blue burqa. We have people behind those, human with dignity behind those. So for us to promote good governance in order to protect people's human dignity. Otherwise, we cannot really control or protect the people's human rights with weapons, with bombs, with missiles that we see today. It's not protection of human dignity. It's revenge. And we were saying that revenge is not justice. Because I was standing against the execution of Taliban who were arrested every time they were attacking and committing suicide and mass killing. Then the president of Afghanistan was saying that we have to kill this and this. We have to execute this and this of the Taliban member who's under control of Afghan government. And I was saying no, because that is not justice. That is revenge. What we see today, unfortunately, in Middle East or in any other country, it's revenge. It's not justice. So we who believe on promotion and protection of human rights, the human dignity should be in the center of everything, which is Universal Declaration of Human Rights based on that. So I think fantastic. Sorry, it's a fantastic conclusion, I think, what you say just now, and brings the problem of Afghanistan to all the world, to say how can we make that the revenge is not, come not to be the only act to revenge is not justice, and I think this we will quote further on, and also that human rights are no luxus. And I think this is a very important element, that you don't have to stabilize before we can applicate and to fight for that the human rights are applicated. Maybe just one short last sentence on how do you think we could strengthen this this universal declaration, so this can then so that it can be a real reference for you in these struggles, in your struggles? Well, I think the violation of human rights or promotion of Universal Declaration of Human Rights or promotion of human rights should not be selective. It should be for everyone. And I keep saying that the Universal Declaration of Human Rights and all the conventions are not Western values. It's a human value, and it should be applied everywhere. And it's also not men's rights. It's a human rights. In Afghanistan, where we have complete segregation and gender apartheid against women, and people look at us and say, well, it's your culture. No, it's not our culture. I grown up in that country and I studied coeducation. I gone to coeducation school. I mean, why people do not have the right to access to education? Why women? Because they born women and they born female, and they don't have access to education, and not access to work and all the other issues, but even not having access to education. And they should not have identity or face. Under the burqa, you cannot imagine. It's a walking, living thing. You don't know who's behind that burqa. Dear Sima, I think what you say is so important. We can do 24 hours only with you, but the legal is that we go from one to the other. Et maintenant, nous allons parler avec Gustave Masia. Gustave Masia est économiste, ingénieur en
ingénieur, ancien professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette et surtout une grande personnalité du mouvement mondialiste, si on vous portraitise de cette manière et pour aller un peu vite. J'espère que j'ai pas omis des choses importantes. Si j'ai omis quelque chose, c'est que vous êtes cofondateur de Attaque France et donc que vous portez en ça tout un mouvement sur l'organisation d'un autre monde possible. Cher Gustave, essayons de voir en vous à la fois la dimension économique, je crois qu'elle est très importante, et Doudou Dienne a très bien introduit à quel point le libéralisme empêche d'une certaine manière la culture et transforme la culture en autre chose. Mais au-delà de ça, je crois que dans les alternatives que pense Attaque, on est indéniablement dans cet essai de compréhension de ce qu'est le système économique mondial et d'essai de conception d'une alternative qui serait crédible dans un monde qui se veut aussi conforme à l'écologie et au social, bien entendu. Quelle est l'importance pour vous de la déclaration? Merci beaucoup et merci beaucoup à Doudou Sen et à Sima Siamar. Eh bien, je pense que la déclaration reste d'une très grande actualité. Elle fonde, avec la Charte des Nations Unies, le système juridique international. Les 30 articles de la déclaration conservent toute leur actualité et l'ensemble constitue le cadre universel de référence toujours accepté. La déclaration reste actuelle en matière des droits et des libertés, mais elle ne répond pas à toutes les contradictions de la situation actuelle. Dans le monde et dans chaque pays, 3 grandes contradictions caractérisent la situation actuelle. Les contradictions sociales, les contradictions écologiques, les contradictions démocratiques. Pour les contradictions sociales, les inégalités sociales sont considérables entre les pays et dans chaque pays. Elles divisent profondément les sociétés. Pour certains, en accord avec les forces dominantes, elles seront résolues dans le cadre du système actuel. Pour d'autres, elles ne feront que s'aggraver et elles nécessitent la remise en cause du système d'organisation dominant. La déclaration est insuffisante sur la question des contradictions et des inégalités sociales. Elle devra être complétée par d'autres déclarations. Les contradictions écologiques sont maintenant acceptées du fait notamment de la crise climatique. La prise de conscience commence, mais les conférences des partis qui se succèdent ne sont pas à la hauteur des dangers et un véritable conflit entre générations se creuse sur cette question. Les contradictions démocratiques s'exacerbent. La discussion est ouverte sur la nature même de la démocratie, sur le rejet par une partie du monde du modèle occidental de démocratie, sur la montée des autoritarismes, sur les possibilités de limiter les guerres. C'est sur cette question que le système des Nations Unies est le plus défaillant et que la déclaration, sans être remise en cause, est insuffisante. Nous devons aussi tenir compte des caractéristiques de la crise structurelle actuelle, même si nous ne sommes pas en mesure d'en définir les issues. La crise, par certains côtés, rappelle celle des années 30. Même si les situations ne se reproduisent jamais pareillement, la référence permet de réfléchir à la conjonction d'une crise économique sociale, aux guerres, aux alliances entre les droites et les extrêmes droites, aux changements géopolitiques.
La situation politique internationale est marquée par une forte contradiction, une tendance à la montée des alliances entre les droites et les extrêmes droites qui occupent les scènes politiques, et à l'opposé, la radicalité des mouvements sociaux, notamment les mouvements féministes, écologistes, antiracistes, d'émigration, des peuples premiers. Nous vivons un changement de période. Les changements vont concerner toutes les dimensions. La phase sécuritaire du néolibéralisme depuis 2008 est accentuée par la rupture écologique. Il est probable que nous vivons le passage à une nouvelle phase du mode de production capitaliste. Comme entre 1914 et 1945, la rupture avec le passage au capitalisme fordiste et keynésien à partir de 1929 avec le New Deal. L'hypothèse du passage à une nouvelle phase du mode de production est très probable. Elle est amorcée avec les nouvelles formes de production, notamment le numérique. Elle est aussi interpellée par les changements dans les classes principales. Nous en avons quelques pistes. Dans la classe dominante, par la contradiction entre la financiarisation de la bourgeoisie et la culture des nouveaux dirigeants, cadres et managers du numérique, et par la généralisation de l'éducation secondaire dans le monde. Dans la classe ouvrière, par la contradiction entre l'évolution des formes du salariat et le précariat. L'hypothèse n'est peut-être pas seulement celle d'un changement de phase du capitalisme. Immanuel Wallerstein avance l'hypothèse qu'il s'agit d'une crise structurelle qui met en cause les fondements du mode de production capitaliste. Il considère que le mode de production est épuisé et que dans les 30 prochaines années, il ne devrait plus être dominant. Mais cette crise ne déboucherait pas sur le socialisme. C'est un autre mode de production inégalitaire, mais différent, qui pourrait lui succéder. Dans cette hypothèse, le capitalisme ne disparaîtrait pas, mais il ne serait plus le mode de production dominant dans les formations, un peu comme l'aristocratie n'a pas disparu en laissant la première place à la bourgeoisie. Les bourgeoisies parasitaires et rentières ne seraient plus dominantes et pourraient laisser la place à de nouvelles classes dirigeantes. Le néolibéralisme pourrait être aussi présent, mais ne serait pas complètement dominant. Il a déjà perdu une large part de sa légitimité et il a besoin de durcir ses moyens de répression pour se maintenir au pouvoir. Quelle que soit l'hypothèse, du passage à un nouveau mode de production ou non, les changements seront considérables et se traduiront par des années de transition marquées par des bouleversements sociaux et idéologiques. Cette perspective est confirmée par les bouleversements géopolitiques qui sont en cours. Ils concernent directement les guerres qui accompagnent les bouleversements de l'ordre mondial et notamment la nature des régimes politiques et la démocratie. La souveraineté est une valeur de référence de plus en plus prisée. Elle renforce les identitarismes et le poids des intégrismes dans les religions. Elle se traduit par la montée des autoritarismes de différentes natures. Les libertés et la démocratie restent des valeurs de référence, mais restent des valeurs abstraites. La méfiance par rapport au régime politique est devenue générale. Elle se traduit par une grande défiance par rapport aux institutions internationales. La situation est caractérisée par la montée en puissance de nouveaux blocs. Ce sont des situations qui se traduisent historiquement par des périodes de tension, de conflits et aussi de guerre. L'affirmation politique d'un Sud global et la volonté du multilatéralisme coexistent avec le renforcement des grandes régions géoculturelles dans l'ordre mondial. Il y a un besoin urgent de réforme pour faire face à un mode en évolution rapide, à une architecture globale. Il faut répondre aux défis principaux, le maintien de la paix, la réduction des inégalités et des discriminations, le défi écologique, la redéfinition de la démocratie. L'ONU, si elle est réformée, pourrait jouer un rôle dans la promotion de ces réformes nécessaires. Comment réformer l'ONU? Alors, Pardon.
bon, il faut d'abord résister à la marginalisation des Nations Unies. À partir de 1980, il y a eu une tentative sérieuse de marginalisation. Cette tentative a été menée par les États-Unis et l'Europe, particulièrement la France. La construction du G7 était une manière de redéfinir un ordre international. La mondialisation, dans sa phase actuelle néolibérale, comme le disait Doudou Sen, marque un point de non-retour dans la crise du système des relations internationales. La mise en place de l'Organisation mondiale du commerce, avec son organe de règlement des différends, est venue couronner le cadre institutionnel de la mondialisation néolibérale. Il assure l'élargissement et la primauté du marché mondial et organise la prééminence du droit des affaires sur tous les aspects du droit international. Les États-Unis et l'Europe ont tenté de remettre en cause les Nations Unies par la mise en place du G7 et en l'élargissant au G20. Ils ont utilisé leur position au Conseil de sécurité pour s'opposer à toute évolution du système qui pourrait aller à l'encontre de leurs intérêts. Pour eux, les Nations Unies devraient être réduites à une petite organisation qui ressemblerait à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et à l'Organisation mondiale du commerce, avec une alliance militaire de type OTAN en complément. Les Nations Unies ne sont pas restées inactives devant la stratégie de marginalisation menée par le G7. Elles ont participé au débat sur la conception du développement et y ont donné une certaine légitimité. En organisant de grandes conférences multilatérales sur les questions urgentes, à l'initiative de Kofi Annan, elles ont évité la référence rituelle au développement durable. Cette conception ont été discutées dans les forums civils de grandes conférences multilatérales, à Rio, développement et environnement, à Pékin, place des femmes, au Caire, population, à Istanbul, l'habitat et les villes, à Durban, le racisme, à Kyoto, le climat, à Johannesburg, la lutte contre la pauvreté. Ce sont ces propositions qui ont convergé dans le mouvement altermondialiste à partir de Seattle en 1999. On y retrouve les grandes lignes pour un développement durable, économiquement efficace, écologiquement soutenable, socialement équitable, démocratiquement fondé. Ces mobilisations ont permis de préserver la CNUSED et le PNUD. Elles se sont appuyées sur certaines des agences spécialisées, telles que l'Organisation internationale du travail ou l'UNICEF. Elles ont renforcé de nouvelles instances, notamment à travers la Commission des droits de l'homme. Les Nations unies ont joué un rôle déterminant et non prévu dans la décolonisation. Au départ, les Nations unies n'étaient pas prévues pour s'occuper de la décolonisation. Et pourtant, la décolonisation s'est imposée comme un agenda majeur des Nations unies. Elles ont ensuite dû faire face à la crise de la décolonisation qui a suivi l'indépendance des États, et elles ont subi la crise de la dette et la montée des autoritarismes. Les Nations unies sont au centre du débat sur le système international. Elles ne le résument pas à elles seules. Il existe d'autres acteurs, d'autres institutions, mais les Nations unies occupent une situation stratégique. Elles sont les seules à détenir une légitimité qui se réfère à un intérêt collectif international commun qui se veut une étape des intérêts de l'humanité. Et ça, c'est le rôle de la Déclaration universelle des droits humains et de la Charte des Nations unies. C'est la seule institution qui soit à la fois régie par le droit international et productrice de droit international. Et les Nations unies se réfèrent à la Déclaration des droits de l'homme et la Charte des Nations unies, deux documents fondateurs de l'ordre international. L'approche par les droits, par l'égalité d'accès aux droits, dessine la perspective d'un contrat social mondial. Le débat international sur les droits est ouvert, dans chaque société et au niveau mondial. Et la prise de conscience de l'impasse portée par le modèle dominant, celui de l'ajustement structurel, progresse. La déception vient de ce que l'ONU, brandue comme référence à chaque occasion, se révèle impuissante à empêcher les conflits et manque de moyens pour faire respecter les droits des peuples. Elle n'a pas de force propre.
les États ne respectent pas leurs engagements et il n'y a pas de sanctions possibles. Les États affirment vouloir défendre les intérêts de l'humanité, mais sont surtout soucieux des leurs. Le Conseil de sécurité est discrédité par sa pratique du deux poids, deux mesures dans le règlement des conflits. Ces 5 membres permanents, disposant du droit de veto, sont les principaux exportateurs d'armes et fauteurs de guerre. Quand ils sont d'accord, c'est le droit du plus fort. Quand ils ne le sont pas, c'est la paralysie. La multiplication des crises internationales et la montée de l'unilatéralisme alimentent la crise du système des Nations Unies. Le fait de savoir si les Nations Unies sont réformables ou non ne me paraît pas déterminant. Les Nations Unies ont démontré leur capacité d'évoluer. Créées dans le contexte de la guerre froide, elles ont été capables de se saisir de la question de la décolonisation et d'y contribuer. À partir de la conférence de Bandung en 1955 et de celle de la Havane, la tricontinentale, en 1966, les non-alignés se sont imposés à l'ONU et ont joué un rôle majeur à l'Assemblée générale, contournant parfois les paralysies du Conseil de sécurité. Ils ont réussi à faire adopter en 1986 une déclaration sur le droit au développement qui introduisait une réelle perspective, mais qui a été marginalisée par le choix imposé en faveur des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. On va devoir, malheureusement, vous aussi, on vous donnerait bien 24 heures, mais malheureusement, on va devoir. Est-ce que vous avez 2 minutes pour une conclusion? Oui, j'aimerais bien. De vous couper, ça me fait mal au cœur. Non, vous avez tout à fait raison, c'est normal. Bien entendre les réactions des collègues qui ont parlé avant vous, mais malheureusement, ce format c'est tout à fait normal. Multi-perspective. Bon, je dois vous dire, je suis très attaché à une question. C'est la question du rapport entre les droits individuels et les droits collectifs. Je suis moi-même membre du tribunal permanent des peuples qui a beaucoup travaillé justement sur la question du droit des peuples. Et c'est là que je voudrais dire que, comme ça avait été dit à Bandung en 1955 dans le débat entre Nehru et Chou En-lai, les États veulent leur indépendance, les nations veulent leur libération, les peuples veulent la révolution. La question des indépendances est acquise, pas pour tout le monde, mais presque. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est justement la question de la libération des nations et des peuples. Et la déception vient de ce que les Nations Unies, brandies comme référence à chaque occasion, se révèlent impuissantes à empêcher les conflits et manquent de moyens pour faire respecter les droits des peuples. Elle n'a pas de force propre et les États ne respectent pas leur engagement. Et donc, il est difficile de définir a priori ce que seront les conditions de création d'une nouvelle organisation internationale, d'une nouvelle instance. Elle dépendra en partie de la situation lors de sa création. L'urgence est de lancer un large mouvement pour discuter de la forme d'une démocratie internationale. Pour cela, on peut mobiliser celles et ceux qui s'intéressent à la dimension internationale dans les États, dans les mouvements associatifs et les mouvements sociaux, et aussi dans les entreprises, notamment dans les entreprises de l'économie sociale. Et pour cela, nous pouvons nous appuyer sur les éléments positifs du système international actuel, les agences des Nations Unies, qui sont des acteurs actifs du système international et qui peuvent aller encore plus loin si elles sont débureaucratisées, sur les conférences internationales, celles qui explorent des nouvelles réponses et résistent à l'offensive des multinationales, sur les déclarations qui complètent la DUDH, comme on en a vu plusieurs, et nous pouvons aussi appuyer les organisations par grandes régions qui permettraient d'associer plus fortement les États et les mouvements à la démocratisation du système international. Merci beaucoup, Gustave. Et on va vous donner le temps, dans un autre contexte, de développer ça très fortement parce que c'est essentiel. De nouvelles formes de démocratie internationale
Je suis absolument persuadé qu'en effet, c'est à ce niveau-là qu'il faut aujourd'hui agir pour essayer de transformer ce qu'il se passe dans les nations. Et j'espère avec ça, on va aussi heureusement et un jour jeter le concept des nations voilà, travailler avec les droits individuels et les droits collectifs. Et ça, c'est éventuellement, on essaye de faire le lien avec notre dernier intervenant de cette heure qui est là avec nous en présence. Et je suis très heureux de avoir Lucie Damiel avec nous, qui est une experte chez Equipop et aussi travaille pour l'Union et l'Union européenne sur les droits et santé sexuelle et reproductive. Voilà, je pense c'est cette question de l'adoption de politiques publiques féministes qui est un des enjeux, mais je pense exactement ces questions des droits individuels et la question des droits collectifs, je pense, jouent dans vos champs d'activité également. Et voilà, vous avez entendu les acteurs précédents, peut-être il y a les liens, mais voilà, le micro est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie et honorée de rejoindre ce panel. Je serai rapide. Peut-être juste un tout petit mot sur Equipop, donc l'association que je représente, qui est une association féministe et de solidarité internationale qui se mobilise en Afrique de l'Ouest et en France depuis plus de 25 ans, notamment pour la défense des droits et de la santé sexuelle et reproductive. Donc tous les droits qui ont trait à la sexualité, le droit à la contraception, à l'avortement, la lutte contre les violences, l'accès à l'éducation à la sexualité. Dernier sujet sur lequel on travaille notamment avec l'UNESCO que je salue également. En vous écoutant, j'ai envie aussi de faire un lien avec ce qui vient d'être dit. Bien sûr, réformons les Nations Unies et rendons-les féministes, ça serait aussi une bonne chose. Je pense effectivement, comme l'a dit Madame Sima Sama, qu'il faut aujourd'hui regarder cette déclaration universelle des droits humains avec beaucoup d'attention et de gravité aussi face aux conflits que nous connaissons aujourd'hui. En plus de ce contexte-là, on a aussi une grille d'analyse qui est celle du backlash, puisqu'on assiste aujourd'hui, et c'est parfois lié à des contextes de conflit, à plusieurs attaques orchestrées, organisées et très bien financées contre les droits des femmes et les droits des personnes LGBTI+, notamment. Ces attaques sont le fait de coalitions d'États conservateurs, d'organisations qu'on peut qualifier d'anti-droits, parfois de mouvements religieux fondamentalistes, qui, dans toutes les régions du monde, essaient de faire reculer les droits des femmes et des personnes LGBTI+. On peut penser à ce qui s'est passé aux États-Unis sur le droit à l'avortement, on peut penser à ce qui s'est passé en Ouganda, et également à des pays comme la Hongrie, où les lois contre les droits des personnes LGBTI+, se durcissent de plus en plus, et de façon plus générale à tous les pays où l'extrême droite gagne du terrain, comme par exemple l'Italie ou la Suède. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement important. À l'ONU, il se manifeste notamment par un travail de sape des négociations en matière de droits humains. J'étais par exemple cette année avec Equipop à la commission sur le statut des femmes, où on a vu des coalitions comme ça d'acteurs vent debout contre les références aux droits reproductifs ou au caractère intersectionnel de discrimination contre les femmes et les personnes LGBTI+. Donc ça, c'est une dynamique qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas aucun pays dans le monde, mais qui effectivement se manifeste aussi bien au niveau national qu'au niveau des Nations Unies. Et ce qui est important à avoir en tête, c'est que précisément, ces mouvements-là vont utiliser, détourner des outils normatifs en matière de droits humains, comme la Déclaration universelle des droits humains, pour faire avancer un agenda qui en fait est profondément anti-droit. J'en prends pour exemple un événement qui a eu lieu. Je prends pour exemple un événement qui a eu lieu, par exemple, le mois dernier à l'ONU,
qui était sponsorisé notamment par le gouvernement du Guatemala et dont l'objectif affiché était de célébrer les droits humains en restaurant le sens originel de la Déclaration universelle des droits humains. En fait, derrière cet objectif, on se rend assez vite compte que ce que ces mouvements cherchent à faire, c'est précisément remettre en cause un certain nombre de droits, réaffirmer leur opposition aux droits sexuels et reproductifs notamment. Vous avez assez de temps, même si parce qu'il y a une traduction et parce que c'est très important ce que vous dites et vous pouvez vous laisser le temps. On a prévu dans le programme ce temps additionnel pour qu'on aide la traductrice de transmettre ces messages. Bien reçu. Voilà. Excusez-moi, Non, c'est nous. Je parlais plus lentement. Donc voilà, c'était simplement une façon pour vous montrer un exemple de comment ces mouvements-là tentent de redéfinir les normes internationales en matière de droits humains. En fait, ils tentent de tirer vers le bas ces conventions internationales en cherchant constamment le plus petit dénominateur commun, alors que l'objectif de la communauté internationale devrait être de progresser continuellement sur ces sujets. Donc, je pense que ce qu'on a entendu dans les interventions, c'est vraiment cet acte d'instrumentalisation, cet acte de travailler avec, et c'est un mécanisme d'appropriation et la transformer et en utilisant, dire que j'ai fait mon travail et je respecte, mais à la fin, c'est un détournement. Comment on peut renforcer, qu'est-ce que pourraient être les instances et les actions pour renforcer ces droits et pour aider à la transparence de ces pratiques? Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs actions à mener et plusieurs outils à renforcer. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Déclaration universelle des droits humains, cet acte très fondateur qui a 75 ans aujourd'hui. Il faut absolument continuer à défendre, utiliser cette déclaration et il faut aussi s'appuyer sur tous les textes qui ont été adoptés depuis. Je pense par exemple en ce qui concerne les droits des femmes à la Convention d'Istanbul, qui est aujourd'hui un des seuls textes contraignants dont nous disposons pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, et qui lui aussi fait l'objet de nombreuses campagnes de désinformation dans un certain nombre de pays. On sait d'ailleurs que la Turquie s'en est retirée récemment. Donc ça, ce sont des outils qu'il faut continuer à défendre. Des pays comme la France se sont engagés à pousser pour sa ratification universelle. Donc il faut mettre beaucoup d'efforts diplomatiques dedans. Ensuite, une autre façon de sauvegarder notre socle commun en matière de droits humains et de le faire avancer, hein, parce qu'il faut vraiment avoir aussi cette ambition d'avancer. Là, on est dans une période au niveau des Nations Unies où sur les droits des femmes, c'est devenu tellement difficile d'avancer que souvent chaque année, l'ambition donnée est de protéger ce qui est acquis, alors qu'il y a encore beaucoup de droits à aller chercher et à gagner. Donc une autre façon, c'est aussi de favoriser la participation d'activistes, de mouvements féministes dans ces processus onusiens. Chaque année, c'est un vrai défi pour les associations de se rendre, par exemple, à la commission sur le statut des femmes. Il faut un statut spécifique pour y accéder. Il faut aussi beaucoup de temps, de ressources à mobiliser. Donc là, un certain nombre d'États, notamment ceux qui promeuvent des diplomaties féministes comme la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux-là, doivent mettre encore davantage d'efforts à accompagner la participation de ces organisations féministes. Et c'est d'autant plus important que là aussi, on voit dans des instances que certains mouvements anti-droits font un lobbying très actif auprès d'États conservateurs
pour retirer à des associations féministes ou LGBT leur statut d'observatrice à l'ONU. Un réseau féministe qui s'appelle AWID notamment a documenté plusieurs cas de ce type au sein de l'Union africaine. Donc, il y a un vrai enjeu en fait d'occupation aussi du terrain dans les espaces multilatéraux et un vrai enjeu à ne rien céder à ces mouvements anti-droits et au contraire à favoriser la participation des activistes de défense des droits humains. Est-ce que ça touche aussi la question que dans ces instances, il y a toujours encore une grande hiérarchie des paroles, même qui, quand ils se veulent plurivoix, pluriculturels, c'est même dans les instances qui défendent les droits qu'il faut encore défendre les droits à la parole. Oui, je pense qu'en termes de participation de la société civile, il y a effectivement encore des efforts à faire. Ce qui rend difficile les avancées féministes, c'est que nous sommes dans des sociétés patriarcales et effectivement les instances avec lesquelles nous travaillons et qui gouvernent la communauté internationale ne sont pas exemptes de ces mécanismes-là. Voilà, ça, il y a un vrai travail, peut-être pour le coup, culturel à faire. Et je fais du coup peut-être aussi un lien avec ce qui a été dit par Madame Sima Samar, très justement, de terminologie. On parle de Déclaration universelle des droits humains. On pense chez Equipop et avec d'autres associations qu'il serait temps que tous les pays francophones adoptent également cette appellation-là. En France, par exemple, on a tendance à dire encore beaucoup droits de l'homme. Il y a un vrai enjeu à ce que cette appellation de droits humains soit adoptée. D'ailleurs, ce sont les femmes, lors de l'écriture de cette déclaration, qui ont poussé pour qu'on parle de human rights et non pas de rights of men. Madame Roosevelt et d'autres qui faisaient partie de la délégation. Et c'est quelque chose qui est loin d'être anecdotique parce que justement, ça façonne après notre vision du monde. Donc voilà aussi une autre chose qui pourrait être faite au niveau des Nations Unies. C'est ce qu'on a vu pendant les premières nuits déjà et sur les nuits sur les questions de néocolonialisme et New Slavery. C'était l'importance de lutte intersectionnaliste. Donc, il faut vraiment... on lutte pour les droits des femmes, mais en même temps, il faut lutter contre l'inégalité sociale, économique. Comment vous avez inscrit ces luttes intersectionnalistes dans votre travail? Oui, je crois que c'était M. Doudou Diène qui insistait également sur la nécessité d'articuler tous les droits humains. Et en effet, les droits sexuels et reproductifs, notamment, sont des droits qui sont à l'intersection de différents droits humains, la santé, l'éducation, l'égalité de genre. Et sans ces droits-là, aucun des autres droits humain n'est réalisable et vice-versa. Donc, il y a une vraie nécessité à avoir cette approche-là. Au niveau des associations, cette approche intersectionnelle est en effet très importante dans les mobilisations qu'on va mener. Donc, par exemple, une association comme Equipop, l'objectif va être de travailler de plus en plus avec des associations LGBT, avec des associations de lutte contre le VIH, par exemple, pour porter cet agenda commun et le faire de façon intersectionnelle et aussi de façon transnationale. Parce que je pense que face au backlash qui est en cours, il est aussi très important de construire des solidarités féministes transnationales, parce que voilà, ensemble, on sera plus forte, on pèsera aussi plus dans les instances multilatérales. Et il y a cette intersectionnalité des luttes, des thématiques, mais il y a aussi l'intersectionnalité des inégalités, en disant qu'une femme noire dans une partie du monde accumule des injustices et la lutte peut pas se réduire sur un champ
mais elle doit toucher aussi d'autres champs pour que donner accès à des droits. Mais ça, j'imagine, fait aussi part de votre regard et analyse. Oui, l'approche féministe qu'on porte, effectivement, notre cœur de métier, historiquement, ce sont les droits et la santé sexuelle et reproductive, parce que c'est quand même souvent à partir de la question du contrôle du corps des femmes que découlent les autres discriminations auxquelles on peut faire face en tant que femme. Mais effectivement, l'ambition, c'est de lier cette lutte-là avec des luttes de déconstruction liées à des inégalités économiques, raciales. Et ça, c'est un travail qu'on fait à la fois en France, mais aussi par nos partenariats, par les associations avec lesquelles on va être amené à travailler en Afrique de l'Ouest notamment. Donc, je vous remercie pour cette intervention qui nous a mené encore dans une lutte concrète du terrain aussi, des politiques et du terrain. Et je remercie toutes les intervenants de cette section importante et précieuse. On va retoucher la question de culture, la représentation visuelle.